L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour cet autre rendez-vous de Pour Drummondville. Merci de nous accueillir chez vous et de prendre le temps de vous informer sur l'actualité municipale de Drummondville. 3 invités fort intéressants aujourd'hui. Maître Jean-François Houle, nouveau président de la Commission scolaire des Chênes, Maître Mélanie Ouellette, greffière à la Ville de Drummondville, et le Dr Yves Bolduc, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Avant de rencontrer ces invités, vous me permettrez de prendre quelques instants pour revenir sur la dernière séance de votre conseil municipal qui s'est tenue le 6 octobre dernier. D'abord, dans un premier temps, nous avons procédé à la nomination de Mme Cathy Bernier, qui est conseillère pour le district 1, donc la section Grande-Tam et Saint-Joachim. Mme Bernier est devenue mairesse suppléante en remplacement de M. Chouinard, qui complétait son mandat, donc M. Vincent Chouinard, que je remercie d'ailleurs pour son implication. Il a présidé une séance du conseil, des ateliers. Il a été très présent, très disponible. Je tiens à la remercier et je souhaite le meilleur des succès à Mme Bernier pour les prochains mois. Un autre élément sur lequel j'aimerais revenir, c'est cet octroi de contrat que la Ville de Drummondville a fait en termes de services professionnels pour une étude de pertinence quant à la construction d'un complexe multisport intérieur. S'il est une infrastructure dont on nous parle souvent, c'est ce manque, si on veut, à Drummondville, si on se compare à des villes de taille comparable, en termes de structure intérieure où, par exemple, on pourrait pratiquer le soccer à l'année ou une piste d'athlétisme ou le football. Alors, ce que le Conseil veut dans un premier temps, c'est valider le besoin. Est-ce qu'il y a un besoin à Drummondville pour une telle infrastructure? Et si oui, comment s'y lancer? Donc, est-ce que la Ville devrait être le seul propriétaire? Est-ce que ça devrait être dans le contexte d'un partenariat privé-public? Alors, on veut vérifier l'ensemble de ces possibilités-là. Quel type de terrain serait favorable? Est-ce qu'on devrait jumeler d'autres infrastructures là, pour permettre une masse critique plus importante? Alors, d'ici 4 mois, nous aurons un suivi à cette étude de pertinence. Entre autres, les professionnels devront visiter de 3 à 5 centres qui existent ailleurs au Québec, faire des comparaisons et par la suite faire des recommandations à la Ville de Drummondville. Ce n'est pas un dossier pour demain, mais c'est un dossier à suivre. Ce que nous souhaitons faire, c'est répondre aux besoins des citoyens de Drummondville, mais nous assurer de le faire dans un contexte positif pour nos contribuables, donc dans le respect d'un budget toujours très raisonnable. On procède, je pense, aujourd'hui beaucoup plus qu'à une pelletée de terre. On pose plutôt ensemble la première pierre d'un immense chantier, celui du savoir et de la diffusion des connaissances au centre du Québec. Au cours des dernières semaines, s'il est une bonne nouvelle pour la Ville de Drummondville, c'est bien l'annonce de la construction du campus de l'UQTR sur le site des Pères-Montfortin, situé tout près de la rivière Saint-François, à 2 pas du centre-ville. Le 7 octobre dernier, le ministre Yves Bolduc, ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation, était sur place pour procéder, en compagnie du ministre Lessard et de moi-même, à la première pelletée de terre de ce campus qui va changer l'histoire de Drummondville au cours des prochaines années. Alors, il fallait bien discuter avec le Dr Bolduc, voir avec lui pourquoi avoir accepté, pourquoi avoir donné le feu vert à ce magnifique projet. Alors, j'ai eu le bonheur de le rencontrer sur place quelques minutes avant la pelletée de terre. Alors, je vous invite à regarder cette entrevue. Bonjour, M. Bolduc. Merci d'être à Drummondville aujourd'hui. On vous accueille évidemment avec beaucoup de plaisir. Et puis moi, c'est une fierté d'être ici à Drummondville. C'est une très, très grande journée pour la population de Drummondville et pour tout le centre du Québec. J'aimerais ça que vous nous disiez, que vous expliquiez à nos téléspectateurs pourquoi avoir donné le feu vert à ce magnifique projet de l'UQTR à Drummondville. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est vraiment de rapprocher les services universitaires près des étudiants. Et ça va permettre à votre population d'aller plus à l'université plus longtemps, permettre également à des gens qui trouvent parfois les distances longues pour aller dans les autres universités, réussir à avoir les services sur place. Donc, c'est un grand avantage pour développer la formation au niveau de votre population. Au niveau économique également, pour votre région, c'est des nouveaux emplois, c'est de la construction, c'est également des gens qui vont travailler ici, tant au niveau des chercheurs qu'au niveau des professeurs et également des services de soutien. Donc, c'est le mélange de tout ça qui fait qu'on dit que c'est un très, très bon projet et un grand avantage pour la région de Drummondville.
Est-ce qu'il y a plusieurs projets comme celui-là au Québec ou c'est un projet quand même assez nouveau, celui de Drummondville? C'est un projet assez unique parce qu'il y a une collaboration, il y a un partenariat entre l'université et la ville, dans lequel la ville va louer des installations avec une possibilité d'achat plus tard. Donc, c'est vraiment une nouvelle façon de faire qui est très originale. Sinon, on n'aurait jamais pu faire le projet parce qu'on n'avait pas d'argent pour les coûts d'infrastructure. Donc, c'est un projet qui est unique et c'est des projets qui sont très rares. La construction d'un nouveau campus universitaire, ça se fait possiblement aux quelques années. Donc, Drummondville est très chanceux. Et je dis Drummondville, mais surtout le centre du Québec parce que les gens qui vont venir ici vont venir de d'autres endroits que de Drummondville, mais principalement de Drummondville. Et je pense que vous soulignez en rendant accessibles les services universitaires directement chez nous. Ça viendra certainement contribuer aussi à l'augmentation du taux de diplomation universitaire qui accuse un déficit si on se compare à la moyenne du Québec. Alors, c'est un projet qui est quand même très mobilisateur, très intéressant. Jusqu'à quel point l'implication des gens du milieu, on sait qu'il y a eu une campagne de financement de 8,3 millions de dollars, jusqu'à quel point ça a eu une influence dans votre décision? Sans l'implication des gens du milieu, il n'y aurait pas eu de projet parce que c'est des projets relativement dispendieux. Et un des avantages, c'est d'abord le coût qui a passé de 30 millions à 24 millions. Tout à fait. Et de plus, il y a une contribution de plus de 8 millions de dollars de la communauté. Donc, le fait d'avoir cette contribution nous permet d'aller de l'avant avec le projet. Sinon, on n'aurait pas eu le financement pour le faire. Et je tiens également à féliciter la Ville d'avoir s'être impliquée parce que c'est un partenaire qui est essentiel. Et sans l'apport de la Ville, il n'y aurait pas eu de projet. Je sais, moi, tout le travail que vous avez fait pour nous permettre de livrer ce projet-là à temps. D'ailleurs, je tiens à vous en remercier au nom des Drummondvilloises et des Drummondvillois. Lorsqu'on s'est parlé récemment, il nous restait peu de temps pour arriver à une entente. Et je comparais ce que vous avez fait un petit peu à celui du porteur de ballon au football qui prend le ballon loin dans sa zone et qui traverse le terrain. C'est ce que vous avez fait au cours des dernières semaines. Pouvez-vous, pour le bénéfice de nos téléspectateurs, peut-être mentionner ce que ça implique? Parce qu'il n'y a pas que le ministère de l'Enseignement supérieur qui est touché par ça. Vous avez travaillé avec le ministère des Finances. Peut-être dire un petit peu là, ce que ça impliquait pour le ministre. Vous le savez, c'est un dossier extrêmement difficile à attacher parce que ça prend l'accord de plusieurs ministères et depuis, il faut prouver qu'il y a vraiment un avantage. Et également, il fallait prouver que la clientèle allait être au rendez-vous et que le financement était adéquat. Donc, ça implique le ministère des Finances, le Conseil du Trésor et également le ministère de l'Enseignement supérieur. Les trois partenaires ont dû se réunir à plusieurs reprises et discuter, mais surtout, puis je vous retourne le compliment, la qualité des relations avec la Ville et avec l'université, le fait qu'on ait pu jaser de façon très sérieuse, comme des gens d'affaires, et non pas juste comme des gens de l'éducation, comme des gens d'affaires pour attacher un bon projet, pour donner des bons résultats au niveau du système éducatif de la région de Drummondville. Et je tiens à vous dire là, que sans la collaboration de la Ville, sans la collaboration de l'Université du Québec à Trois-Rivières, c'est un projet qui n'aurait pas pu être attaché. Bien, écoutez, on vous remercie beaucoup. Et si on regarde les différents projets qui ont cours à Drummondville, qui ont cours au cours des dernières années, je pense qu'on peut être fier des succès qu'on a connus. Je suis convaincu que ça sera un autre succès, celui de l'UQTR. On se retrouve pour l'ouverture du campus, assurément, pour son inauguration. C'est un grand jour aujourd'hui que cette première pelletée de terre, mais ce sera encore un plus grand jour au moment où on sera prêt à y accueillir des étudiants. Je vous remercie beaucoup, M. Bolduc, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. 1, 2, 3, go! Bravo! Je lance un message à tous les étudiants de la région, du centre du Québec, qui vont pouvoir avoir une permanence statutaire ici à Drummondville pour tous les réseaux de formation, que ce soit de la petite école jusqu'à la grande école, comme ils disent dans mon village. On pourra, au centre du Québec, avoir nos lettres de noblesse. Merci, puis bonne fin de journée. La plus grande force de Drummondville, c'est son centre. On est au centre du Québec ici. Et on est chanceux aussi d'être administré par les meilleurs administrateurs de la province, certains. On n'a pas de déficit à Drummond, ça va très bien. L'accueil, je pense, l'accueil, puis le développement aussi, ça se développe beaucoup, Drummondville, maintenant. C'est une bonne place pour les retraités. Moi, je dirais le dynamisme. Je trouve que la ville est en effervescence. Il se passe beaucoup de choses. Ça, c'est remarquable, je trouve. Bien, pour moi, la plus grande force, c'est l'accueil des gens. C'est une force. Je suis arrivée ici il y a 25 ans et c'est encore la même chose. On se sent toujours bienvenu. Bien, d'après moi, c'est son dynamisme, sa jeunesse aussi. Drummondville a plein d'idées aussi pour autant au plan culturel, sportif, au plan des affaires. C'est une ville, en tout cas, qui a beaucoup évolué. Moi, je suis dans la région depuis à peu près 40 ans. Quand je suis arrivé, si je me rappelle bien, pour une ville de même taille à l'échelle du Canada, on était la deuxième ville la moins performante ou la plus pauvre.
Puis on regarde aujourd'hui, on est ici en exemple. Alors, c'est toute une différence. Selon moi, c'est la diversité. Écoute, on a plein de choses. On a du sport, on a de la culture. Le mondial des cultures, c'est un incontournable de Drummondville. Fait que, selon moi, c'est vraiment la diversité de Drummondville qui en fait sa force. Vrai ou faux? Drummondville possède la piste de BMX la plus importante de l'Est du Canada. Eh bien, c'est vrai. Située au Parc des Voltigeurs, elle est homologuée de niveau continental. Elle mesure 400 mètres et un bon coureur exécute le trajet en un peu plus de 30 secondes. Elle est d'ailleurs la 3e plus grosse piste au pays et fait partie des 10 pistes d'envergure en Amérique du Nord. Elle est à l'emploi de la Ville de Drummondville depuis maintenant 12 ans. Aujourd'hui, elle agit à titre de greffière. Et ce que je souhaite aujourd'hui, c'est qu'elle vous fasse découvrir quel est son rôle, parce qu'il se passe beaucoup de choses au greffe, beaucoup plus peut-être que ce que vous pouvez imaginer. Maître Mélanie Ouellette, bonjour. Bonjour. C'est avec grand plaisir que je vous accueille, parce que s'il y a une chose là, que j'ai pu découvrir avec mon arrivée à la mairie, c'est tous ces dossiers qui vous passent entre les mains au greffe. Vous gérez une équipe de 6 personnes. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe au greffe? Qu'est-ce que vous faites toutes ces journées au greffe? Bien, en fait, nous, on est un peu le secrétariat du conseil. Donc, on prépare toutes les rencontres formelles et informelles. Donc, dans le fond, c'est que pour bien préparer le conseiller à prendre une bonne décision, il faut qu'il ait en main toute la paperasse nécessaire pour prendre cette décision-là. Il y a tout un cheminement avant d'arriver à la séance du conseil du lundi soir que les gens peuvent voir, d'ailleurs, dans le studio, sur le plateau ici. Pouvez-vous nous expliquer là, quelles sont les étapes qui nous mènent à la séance du conseil le lundi soir? C'est ça. La semaine avant la séance, on se rencontre, les fonctionnaires, avec le maire d'ailleurs, puis on regarde les différents dossiers qu'on a à présenter dans l'après-midi qui précède le conseil, donc en atelier de travail où les élus se rencontrent puis discutent des différents enjeux, des différents dossiers. À ce moment-là, moi, mon rôle, c'est de préparer tous ces différents dossiers-là pour qu'ils soient acheminés correctement aux élus, pour qu'ils puissent prendre leur décision finalement. Dont l'ordre du jour, qui compte souvent jusqu'à une centaine de points et chacun des élus reçoit toute la documentation pour chacun de ces points avec tous les détails. Il y a beaucoup de travail derrière tout ça. C'est ça. Donc, évidemment, il y a des fonctionnaires qui travaillent sur les dossiers. Il y a le service de l'urbanisme qui est sollicité, l'environnement, le génie. Donc, moi, je vois à ce que tous les dossiers cheminent de la bonne façon. Donc, c'est ça. Le vendredi, je dois avoir reçu ces dossiers-là, puis je les transmets la fin de semaine aux élus municipaux qui, eux, en prennent connaissance. Puis le lundi après-midi, on se rencontre, puis on discute des différents enjeux. Puis moi, mon rôle, c'est aussi de résumer cette rencontre-là. Donc, et puis quand vous parlez de la documentation, je pense qu'il faut le mentionner, les élus reçoivent une bonne brique le vendredi après-midi en vue du lundi. Et d'ailleurs, on est à préparer le passage là, vers l'informatisation, si on veut, le conseil sans papier. C'est un dossier qui vous occupe et qui demande beaucoup de travail. Oui, toute l'année, on a travaillé sur ce dossier-là qui est majeur au service du greffe. Donc, je pense bien qu'à d'ici décembre, là, on va être en mesure de mettre en branle là, tout ce travail-là qui a été fait. Donc, ça demande une uniformisation des procédures. Il faut savoir pour les gens des différents services, une présentation standard pour tout le monde, donc pour que ça puisse passer, si on veut, dans le conseil sans papier. Mais ce sera pour la Ville, pour les conseillers, quelque chose de très intéressant, de très efficace, parce que plutôt que d'avoir cette pile de documents, c'est un geste environnemental important aussi que nous nous apprêtons à poser. Une fois que le conseil a pris des résolutions, vous avez un suivi aussi important à faire, entre autres, au niveau de la signature des contrats, tout ça. C'est ça. Donc, après le conseil du lundi soir, là, on dresse le procès-verbal. Il y a un paquet de résolutions, de règlements. Donc, ce sont les décisions concrètes des élus que moi, je dois acheminer aux différents services pour qu'ils puissent à leur tour faire leur suivi. Donc, soit les services qui sont sollicités, ou bien ça peut être des partenaires externes aussi qui ont demandé, par exemple, une subvention. Là, à ce moment-là, moi, je leur transmets la documentation. C'est vous qui avez le bonheur de dire oui ou de dire non aussi, parce qu'il y a évidemment beaucoup de demandes qui transitent par vos services. Vous jouez également un rôle en période électorale ou en période référendaire à titre de greffière. Oui, c'est ça. Donc, le greffier, c'est le président des élections. Donc, c'est lui qui voit la bonne marche. Donc,
tous les avis qui sont publiés, même avec aussi bête que l'impression des bulletins de vote, répondre aux questions des élus qui se présentent, des citoyens qui se présentent pour devenir un élu plutôt. Donc, la formation de tout le personnel électoral, parce qu'il y a quand même de 300 à 400 personnes qui travaillent pour les élections. Donc, c'est beaucoup de formation. C'est ça mon rôle. J'ai un autre rôle aussi dont je ne vous ai pas parlé. Le greffier, c'est aussi le gardien des archives de la ville. Oui, tout à fait. Donc, c'est lui qui doit avoir aussi à transmettre les informations lorsque les gens font des demandes d'accès à l'information. Donc, c'est beaucoup de travail. C'est ce qui fait que vous avez une équipe autour de vous. Vous occupez cette fonction-là depuis un peu plus d'un an maintenant. Exactement. Donc, vous êtes arrivé en poste en 2013, là, après un long mandat de Mme Cajolet, qui avait été là longtemps, et donc vous étiez l'adjointe. Donc, vous êtes à la Ville depuis 12 ans maintenant. Quelle est votre formation? Qu'est-ce qui vous a préparé à occuper un poste comme celui-là? Moi, j'ai étudié pour devenir avocate. Donc, j'ai travaillé une dizaine d'années au service juridique, puis pour la suite, faire la transition au service du greffe en vue d'être greffière. Moi, c'était ça mon but. Bien, écoutez, je peux vous dire une chose, c'est que vous accomplissez votre travail avec beaucoup de professionnalisme. Vous êtes une alliée importante des élus, du conseil, de la mairie, tout ça. Je vous remercie beaucoup pour ce travail que vous accomplissez pour nos concitoyennes, nos concitoyens. Et je pense que ce sera déjà pour eux très intéressant d'en connaître un petit peu plus sur votre fonction qui est souvent, qui s'effectue souvent dans l'ombre. Alors, merci beaucoup, Mme Ouellette. Moi qui vous remercie. Drummondville, c'est une ville accueillante. Et une ville où les gens sont généreux. Dans ce sens que la moyenne des salaires de Drummondville n'est pas très élevée comparativement à d'autres villes des alentours. Mais par contre, les gens, même si c'est des gens bien du milieu justement, sont généreux, sont tout prêts à du bénévolat, entre autres. C'est une belle ville, vraiment. On s'amuse beaucoup. C'est bien fun. Je viens ici souvent à Drummondville. La qualité, il y a beaucoup d'activités. Bien, je pense que Drummondville, c'est le berceau de beaucoup d'artistes. Alors, je pense, puis c'est une ville économique aussi. Elle a beaucoup. Elle est multifonctionnelle, je dirais. Artiste puis économique. Drummondville a une position stratégique sur l'autoroute 20 entre Montréal et Québec. Et c'est une ville qui se développe énormément au niveau industriel. Il y a beaucoup de compagnies qui se créent. C'est vraiment, il y a beaucoup de profits ici, je pense, à Drummondville. La plus grande force, c'est d'être au carrefour du Québec. On est au carrefour de Sherbrooke, Montréal, Québec, Trois-Rivières. On ne peut pas avoir une plus belle place. On est près de tout pour voyager, n'importe quoi. Puis j'espère que les gens vont venir nous voir à Drummondville parce qu'on a une belle ville. Je les invite tous. Au Québec, 2014 est une année d'élection scolaire. Le dimanche 28 septembre dernier était la date limite pour poser sa candidature. Avantageusement connu à Drummondville, M. Jean-François Houle a été le seul à poser sa candidature à la présidence. Il deviendra donc, dans les premiers jours de novembre, président de la commission scolaire des Chênes, la plus importante commission scolaire du centre du Québec. Maître Houle, bonjour. Bonjour, Alexandre. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille à notre émission. J'aimerais ça que vous nous parliez de vous. Je pense que vous êtes bien connu à Drummondville, mais j'aimerais que les gens qui ne vous connaissent peut-être un petit peu moins puissent en connaître plus sur vous. Alors, je vous écoute. Bien, d'abord, merci de l'invitation. Je trouve que c'est une belle initiative que le maire de Drummondville a décidé d'appliquer avec Cogeco. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous. Avec plaisir qu'on vous accueille. Alors, bien, pour moi, écoutez, ce sera assez bref. Bon, je suis avocat à Drummondville depuis bientôt 25 ans. Je suis impliqué dans le domaine scolaire depuis près de 18 ans maintenant, 16 ans comme commissaire, 2 ans avant ça comme responsable de comité d'école à l'époque. Et j'ai décidé de continuer cette implication à la présidence maintenant pour probablement un mandat de 4 ans si le ministre le veut bien. Bien, on vous félicite d'une part de vous impliquer. Je pense que c'est important de le faire. Évidemment, pour le résultat de cette élection, je pense que les gens reconnaissent d'emblée vos grandes compétences pour occuper ce poste. Les commissions scolaires ont des rôles importants à jouer. Pour certains téléspectateurs, c'est probablement vague. Les gens connaissent mal le rôle des commissions scolaires. Pouvez-vous nous dire quels sont les principaux rôles qu'assume une commission scolaire comme la commission scolaire des Chênes? Essentiellement, une commission scolaire, ce que ça fait dans son secteur, c'est que ça redistribue les ressources le plus équitablement possible entre les écoles. Donc, c'est là pour s'assurer qu'à Saint-Lucien, qu'à Saint-Simon, qu'à Jeanne-Mance, que toutes les écoles puissent avoir
ce qu'il faut pour travailler, pour rendre des meilleurs services possibles aux élèves. Alors, donc, ça doit évidemment faire de la négociation entre les écoles, beaucoup de leadership aussi avec les écoles pour venir faire en sorte que l'acte d'éducation soit le mieux fait possible. Des exemples de ce qu'on fait à la commission scolaire. Regardez juste dans les 3-4 dernières années. Le leadership de la commission scolaire a permis d'analyser, par exemple, les territoires pédagogiques, l'évolution de la clientèle pour demander à Québec de bâtir 3 nouvelles écoles ici au niveau primaire. Ce sont rares les régions qui peuvent compter sur 3 nouvelles écoles au cours des dernières années. Oui, on était une des premières commissions scolaires à passer dans les programmes de nouvelles écoles. Et donc, ça demande beaucoup de lecture du milieu, de travailler avec le ministère pour venir à bout d'aller chercher ces sous-là pour bâtir ces écoles-là. Et vous avez aussi un autre exemple d'infrastructure très importante qui est le centre de formation en véhicules lourds, qui est maintenant établi à Saint-Germain. C'est malheureusement pas sur votre territoire, mais prenez pas ça personnel, monsieur le maire. Oui, c'est sûr. Nous, on est quand même sur tout le territoire de la MRC. Donc, c'est voir. Il y a le gymnase triple aussi qui s'en vient à l'école Marie-Rivier. Donc, beaucoup d'initiatives qui sont prises par la commission scolaire et on voit comment éventuellement la population en général peut en bénéficier, non seulement les élèves comme tels. Et je note l'ouverture de la commission scolaire, par exemple, qui est un partenaire important de la ville de Drummondville. On a des ententes pour rendre les différentes infrastructures disponibles à la population. Et ça, c'est un partenariat qui est important pour la ville de Drummondville et qui est apprécié, je dois le souligner. C'est toujours avec grand plaisir que la ville collabore avec la commission scolaire des Chênes. Maintenant, bien, vous êtes à l'aube d'un mandat de 4 ans. Est-ce que vous identifiez des défis particuliers pour ce mandat-là avec votre équipe de commissaires, d'une dizaine de commissaires? C'est bien ça? Oui, il y aura 10 commissaires élus, moi à la présidence, et il y aura 4 commissaires par an. Donc, ce conseil sera composé de 15 personnes. Bon, il est évident qu'à plus court terme, là, le défi, ça va en être un, malheureusement, de structure au départ. Parce que, oui, notre existence est menacée. Oui, les gens se posent des questions à savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on est vraiment utile, est-ce qu'on a une valeur ajoutée. Il va falloir, dans un premier temps, faire cette preuve-là de la valeur ajoutée. Et je vous dirais que ça, c'est quelque chose qui va beaucoup nous occuper en début de mandat parce que, vous savez, il y a des fusions qui sont possiblement dans l'air. Quelle forme ça prendra exactement, il faudra voir. Mais il va falloir qu'il y ait une vigilance chez nous parce que s'il y a des fusions, bien là, il va peut-être avoir des enjeux d'endroit de siège social. Et bon, là, Drummondville devra tirer son épingle du jeu. Bien, écoutez, je peux vous assurer que le partenaire de la ville de Drummondville sera là, sera à vos côtés. On trouve important de soutenir l'action de notre commission scolaire qui permet à toute notre population d'avancer au moment où on est très heureux de préparer un nouveau campus universitaire. Il ne faut pas oublier qu'à la base, c'est à l'éducation préscolaire, au primaire et au secondaire que ça se prépare, tout ça. Alors, merci beaucoup de votre implication. Merci à toute votre équipe de la commission scolaire et le meilleur des succès dans votre nouveau mandat. Bien, merci beaucoup. Bienvenue à vous. Merci. Saviez-vous que les matières récupérées offrent aujourd'hui des possibilités de recyclage étonnantes? Ainsi, le papier journal récupéré peut servir à fabriquer de la litière pour les animaux. Le verre entre dans la composition de blocs de béton. Le caoutchouc des pneus est recyclé en de multiples produits, dont des surfaces de terrain de soccer. Recycler les produits en aluminium permet d'économiser 95 % de l'énergie requise pour en fabriquer de nouveaux à partir de matériaux vierges. L'aluminium recyclé sert entre autres à fabriquer des vélos, des pièces d'automobile ou des meubles de jardin. La valorisation et le recyclage contribuent à l'évolution d'une industrie florissante qui crée au moins 3 fois plus d'emplois que l'élimination. Le recyclage n'est pas seulement bénéfique pour l'environnement, il l'est aussi pour l'économie. Je remercie toutes les personnes qui nous ont adressé des questions au cours des dernières semaines. Cette semaine, la question, elle est très simple. Elle nous parvient de Mme Sonia Lépine de Drummondville. Elle nous dit « Est-ce que la loi 3 s'applique à la ville de Drummondville? » Alors, vous savez probablement que la loi 3, c'est la loi sur la restructuration des régimes de retraite des employés municipaux. Probablement que la question de Mme Lépine nous vient du fait qu'elle sait que le régime de retraite des employés municipaux de Drummondville, il est surcapitalisé. Ça veut dire qu'actuellement, nous avons en banque 120 % du coût qui pourrait être engendré par un versement complet de ce qui pourrait être dû dans le cadre des régimes de retraite. Alors,
il faut dire que la ville de Drummondville se retrouve dans une situation très enviable. Il y a très, très peu de villes au Québec, ça se compte sur les doigts d'une main, qui ont une situation comme la nôtre. Alors, nous avons, dans le cadre de la commission parlementaire sur le projet de loi, fait valoir certains points de vue. Évidemment, les élus de Drummondville partagent les objectifs de la loi 3. La loi s'applique à la ville de Drummondville, mais nous avons demandé quelques assouplissements pour les villes comme nous qui n'ont pas de problème financier avec leur régime. Je me plais à répéter qu'on ne doit pas administrer un remède de cheval à quelqu'un qui n'est pas malade. Et ça a été entendu, le ministre Moreau, dans les amendements qu'il a proposés, nous a informé que les villes comme la nôtre, qui étaient surcapitalisées, donc qui avaient un régime de retraite en santé, ne seraient pas dans l'obligation d'appliquer certaines de ces normes aussi rapidement comme le retrait de l'indexation automatique des régimes de retraite. Ce qui est important pour nous, c'est de bien gérer l'argent public, de nous assurer que ce n'est pas un régime qui donne des conditions qui sont trop favorables, mais de penser aussi à l'importance des conditions de travail de nos employés. Alors, je pense que dans ce contexte-là, les contribuables sont gagnants, les employés également, et nous saluons donc les amendements qui ont été proposés par M. Moreau. Pour envoyer votre question au maire, écrivez à pourdrummondville@ville.drummondville.qc.ca ou via le compte Twitter ou Facebook de la Ville. Voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. Je pense que, comme moi, vous constatez que les sujets d'intérêt municipal sont vraiment variés. On a parlé beaucoup d'éducation ce soir. On se retrouve dans 2 semaines avec l'émission Pour Drummondville, mais n'oubliez pas, la semaine prochaine, dès lundi, votre séance du conseil municipal. Bonne semaine. Drummondville, capitale du développement. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.